Bienvenue à votre émission Panorama. Panorama qui reçoit aujourd'hui M. Bachir Fofana, journaliste. Fofana, bonjour. Bonjour Pape et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent et félicitations pour ce nouveau challenge consistant à agrandir le paysage médiatique sénégalais. Bachir Fofana, la première question que je voudrais vous poser est relative un peu à l'appel du président de la République, le président Macky Sall, et il semblerait que cet appel n'a pas été entendu. Est-ce votre avis? Bon, effectivement, on peut dire que l'appel n'a pas été entendu parce que dans la mesure où si c'est l'appel en direction des acteurs politiques, parce qu'effectivement, je pense que le président de la République a semblé dire qu'il n'y a pas que les politiques dans ce pays et qu'il faut dialoguer avec les autres pans de la vie socio-économique de ce Sénégal, à savoir les organisations patronales, le chef d'entreprise, la société civile, etc. Bon, maintenant, après, pour ce qui est du dialogue avec les acteurs politiques, il faut constater effectivement, pour le regretter, que le président de la République n'a pas été entendu pour la énième fois. Parce que, bon, également, il faut dire qu'il y a cette prétention ou il y a cette manie de ceux qui sont au pouvoir à mettre la charrue avant les bœufs ou à prendre les décisions pour ensuite appeler aux concertations. Or, il était beaucoup plus judicieux, beaucoup plus opportun d'appeler aux concertations avant la prise de certaines décisions. Je donne l'exemple du parrainage, aujourd'hui, donc, que nous allons certainement évoquer plus tard. La loi sur le parrainage a été décidée alors qu'il aurait été plus simple de discuter du parrainage, des modalités de sa mise en application avant d'amener le texte à l'Assemblée nationale. La preuve, à l'Assemblée nationale, c'est là qu'un amendement est venu pour varier ou pour nuancer un peu, demandant 0,8 à 1%, alors que sur la première mouture, on était fixe avec 1%. Donc, autant d'autres actes qui montrent à souhait que sur des décisions majeures qui engagent la vie politique de ce Sénégal ou l'avenir de ce Sénégal, ceux qui sont au pouvoir, ils prennent des décisions pour ensuite appeler à des concertations. Et c'est peut-être ça qui fait que chaque fois qu'un appel du chef de l'État est prononcé en direction des acteurs politiques, ceux-ci ne trouvent pas l'importance et l'utilité d'aller lui répondre. Or, dans une démocratie normale, le pouvoir et l'opposition doivent se parler, soit par les institutions régulièrement installées que sont l'Assemblée nationale ou les autres institutions, soit par des concertations régulières qui se font de façon à ce que toutes les questions d'intérêt national puissent être débattues avec les acteurs et qu'on puisse avancer à une autre question. Mais depuis lors, on continue à parler des mêmes choses, on parle des mêmes sujets et sans pour autant qu'on avance parce que la façon dont les débats ou les appels au dialogue sont lancés ne sont pas peut-être les bonnes et qu'il y a lieu pour le président Macky Sall de revoir la façon dont il s'adresse à son opposition s'il veut un dialogue avec celle-ci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que notre démocratie est en panne de dialogue et de consensus? Oui, vous savez, nous avons, disons, pas eu le flair de construire quelque chose de façon durable. Donc, nous avons connu l'épisode Wade, nous avons connu l'épisode Diouf, avec toujours des ruptures de consensus. À l'approche des élections majeures, malheureusement, on se souvient par exemple en 1999, c'est à la veille qu'on avait fait voter la loi sur le quart bloquant. Donc, c'est à la veille qu'on avait supprimé la limitation, alors que Abdou Diouf devait être frappé par la limitation. On se souvient également qu'en 2012, c'est à la veille qu'on a sorti une loi qui devait créer la vice-présidence avec le passage du second au premier, l'élection du président quasiment au premier tour, sans passer par le deuxième tour, même s'il n'a pas 50% de voix. Donc, chaque fois qu'il y a approche d'élection, moi j'ai le sentiment que ceux qui sont au pouvoir essaient toujours de s'y approcher et de s'y maintenir. Et c'est là où on sent nettement qu'il y a des cassures entre les acteurs politiques parce que personne ne fait un dialogue sincère, parce que personne n'essaie également de regarder l'avenir du Sénégal si ce n'est l'avenir de sa propre personne ou de la coalition dans laquelle on appartient. Et c'est ça, malheureusement, on a le sentiment que c'est le serpent qui se mord la queue. À chaque grande élection ou à chaque veille de grande élection, ce sont les mêmes questions récurrentes qu'on se pose. Voilà pourquoi moi, je pense très sincèrement que la démocratie sénégalaise a un gros problème à ce niveau
et nous avons un problème électoral que nous n'arrivons pas à solder parce que nous n'arrivons pas à figer dans le marbre les grands consensus sur les questions électorales, sur lesquels, de façon immuable pour que personne ne puisse y revenir. Mais chaque veille d'élection, on se rend compte que les règles sont toujours modifiées par celui qui est au pouvoir, et ceux qui sont dans l'opposition accusent celui-là qui est au pouvoir de vouloir les modifier à sa faveur. Nous n'avons pas de grand consensus, vous l'avez dit, mais est-ce possible dans ce contexte-là d'organiser des élections apaisées quand on sait que pour de telles consultations, il faut un minimum à partager? Nous avions craint en 2011 que nous irions vers des élections très compliquées. Nous l'avions tous craint. Des appels au dialogue au calme et à la sérénité avaient été lancés. Et bizarrement, par un sursaut, je ne sais pas, national ou nationaliste, les Sénégalais se sont levés et le jour du vote ont été votés massivement et dans le calme. Donc moi, je crois foncièrement que la maturité de l'électeur sénégalais dépasse la maturité de nos acteurs politiques. Nos acteurs politiques ont tendance à se crêper le chignon, à se chamailler entre eux, mais les Sénégalais citoyens électeurs, lui, il reste dans son coin. Il sait que sa carte a une valeur. La carte d'un professeur d'université est valable que celle d'un paysan de Badakhoune ou de Fonguelemi. La carte d'un médecin est aussi valable que celle d'un pêcheur. Donc aujourd'hui, ce citoyen-là, il sait ce qu'il a à faire, il regarde son environnement et je pense que le jour du scrutin, il fera ce qu'il doit faire et les politiques, bon, ils feront ce qu'ils espèrent faire. Je ne pense pas, malheureusement, qu'eux, ils puissent déstabiliser ce pays. Mais maintenant, étant entendu que déjà, il y a des signes qui présagent que nous allons vers des élections un peu compliquées et c'est le lieu pour moi d'inviter tous les acteurs, que ce soit ceux qui sont au pouvoir comme que ceux qui sont dans l'opposition, à ce sursaut et à ce dépassement pour que nous puissions passer ce cap tout en sachant que le Sénégal ne s'arrête pas au 24 février 2019 et que ce Sénégal-là devrait continuer à vivre, ce Sénégal-là devrait continuer à exister et que des ambitions personnelles ne devraient pas faire que ce pays-là entre dans une situation de chaos. Est-ce que nos acteurs politiques ne donnent pas raison à ceux qui soutiennent que le Sénégal a une démocratie électoraliste? Moi, je suis convaincu de cela. Nous avons une démocratie électoraliste. Nous votons depuis 1848. Depuis 1848, nous avons une tradition de vote qui fait que tous les Sénégalais, les citoyens, savent comment voter. Nous avons dépassé des caps que beaucoup n'arrivent pas à dépasser en Afrique, c'est vrai. Parce que quand on parlait d'isoloir au Sénégal, c'était en 1992-93 avec le code électoral consensuel de Foké Bambay. Donc aujourd'hui, c'est maintenant que simplement des pays se mettent à l'isoloir. Donc nous avons voté. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de vote, le jour du scrutin, je suis convaincu que la fraude électorale n'existe pas. Mais maintenant, des mécanismes, des manigances pour arriver à empêcher à des électeurs d'avoir leur carte et autres, ça, on peut le soupçonner, ça, on entend même ceux qui sont dans l'opposition accuser les tenants du pouvoir de telles manœuvres. Mais le jour du vote, quand même, le vote se déroule de façon sincère, le vote se déroule de façon transparente. Donc, excepté peut-être les élections législatives de juillet dernier, où il y avait quand même quelques couacs ou de gros couacs, mais quand même, nous votons depuis 1848 et notre démocratie à ce niveau. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. Donc, aujourd'hui, la démocratie, c'est également la liberté d'expression que nous avons effectivement. La démocratie aussi, c'est des acteurs politiques qui se retrouvent, qui discutent, qui arrivent à des consensus et qui avancent. Donc aujourd'hui, prenez l'exemple des États-Unis, qu'on soit démocrate ou républicain, la diplomatie reste un domaine de consensus. Prenez aujourd'hui dans d'autres pays, quand il a fallu faire la guerre en Syrie, en France par exemple, opposition et pouvoir se sont retrouvés pour dire, écoutez, nous voulons aller en guerre, comment on le fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc aujourd'hui, sur de grandes questions, par exemple, quand il fallait intervenir, par exemple, pour restaurer la démocratie en Gambie, c'était une belle occasion pour le chef de l'État de trouver un consensus avec son opposition et de le construire incidemment et pour les générations futures et pour l'avenir. Mais malheureusement, on ne trouve pas d'espace où les acteurs politiques se retrouvent pour discuter des questions essentielles qui agitent le Sénégal,
mais on n'entend que des invectives. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle comme débat politique, malheureusement, c'est un débat sur le fichier, c'est un débat sur les candidatures, c'est jamais un débat de programme, c'est jamais un débat sur l'économie, c'est jamais un débat sur ce qui intéresse profondément les Sénégalais. Finalement, on a le sentiment que nous avons deux Sénégal, un Sénégal des citoyens qui sont très éloignés du Sénégal des acteurs politiques qui se crèvent toujours le sillon et bizarrement qui se retrouvent après autour d'une même coalition ou autour d'une tasse de café. Bachir, pour reparler de l'appel du chef de l'État, on aura remarqué que l'opposition risque d'y aller en rang dispersé, tandis que d'autres optent pour le boycott. C'est vraiment dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'étais favorable au parrainage, exemple. Je donne l'exemple du parrainage, j'étais favorable. Mais peut-être que je n'étais pas très d'accord sur le timing et sur la façon dont on a procédé pour arriver à ce parrainage. Mais maintenant que la loi a été votée, bon, il faut l'appliquer. Donc, vous êtes des acteurs politiques, cette loi vous concerne. Et bon, pourquoi ne pas aller discuter autour de cela? Maintenant, que certains aillent boycotter le président, ce n'est pas nouveau. Parce que ce n'est pas depuis que le président de la République fait des appels, certains y répondent, d'autres n'y répondent pas. Ceux qui y répondent, généralement, on les qualifie d'opposition non significative. Ceux qui n'y vont pas, on les qualifie d'opposition significative. Donc, c'est dommage que... Opposition représentative. Représentative ou significative. Donc, aujourd'hui, cette opposition représentative, pour l'essentiel, constituée autour du bloc libéral du Parti démocratique sénégalais réuni, du bloc socialiste constitué autour de Khalifa Sall, etc., c'est des partis politiques ou c'est des coalitions qui posent sur la table un certain nombre de conditions pour aller répondre au dialogue du président de la République. Le PDS, par exemple, dit qu'il faudrait que Karim Wade puisse être autorisé à revenir ou quand il était en prison, que Macky Sall appelait, il disait on n'y répond pas si Karim Wade est encore en prison. Donc vous voyez, c'était des conditions qui étaient synonymes de refus. Parce que étant entendu que c'était difficile que le président dise je libère Karim Wade pour que vous veniez. Donc par exemple, ceux qui sont favorables à Khalifa Sall disent la même chose, nous ne répondrons pas au président si Khalifa Sall reste toujours en prison. Donc, ce n'est pas de nature vraiment à apporter la sérénité dans l'espace public et dans le champ politique. Et je pense que, comme on dit en Wolof, allez écouter le président qui finit de parler et rentrer tout bonnement vous lui dire, Monsieur le Président, nous vous avons écouté, nous allons rendre compte à nos bases, à nos instances, à nos mandants pour que ceux-ci nous indiquent la conduite à tenir. Ça ne change rien. C'est l'exemple des syndicalistes, par exemple. Quand le président les a appelés pour leur dire je vous fais telle proposition pour la levée de la grève dans le secteur de l'éducation, ils ont dit nous avons écouté, nous allons rendre compte à nos bases et la base va se déterminer. Donc ils n'ont pas pris un engagement qui pourrait les rattraper demain, mais au moins ils ont été répondre à l'appel du chef de l'État et on ne leur reprochera pas de n'avoir pas fait cela. Donc aujourd'hui, on pourrait toujours reprocher à cette opposition de n'avoir pas été devant le président de la République pour poser les questions ou les préoccupations qu'elle soulève quotidiennement dans les médias pour que celles-ci puissent avoir un début de solution ou une solution définitive. Bachir Fofana, de la teneur ou bien la tonalité de la lettre de Karim Wade, parlons-en. Est-ce qu'elle ne préfigure pas des rapports de force heurtés entre le Parti démocratique sénégalais et le pouvoir de Macky Sall? Le Parti démocratique sénégalais, depuis qu'il a perdu le pouvoir, depuis qu'on a enclenché cette période dite de traque des biens mal acquis, n'a jamais eu de rapports normaux avec le pouvoir en place. La seule fois où j'ai vu un responsable du Parti démocratique sénégalais aller au palais, c'était lors de ce fameux dialogue national ou concertation nationale, au cours duquel le PDS y est allé, je ne sais pas pour quelle raison. Mais après cela, ça a toujours été très, très heurté entre le PDS ou certains du PDS et l'APR. Maintenant, quant à la teneur, effectivement, moi j'ai le sentiment que Karim Wade, quelque part, essaie de pousser ceux qui sont en face à se radicaliser. Étant entendu que lui, c'est un peu compliqué qu'il vienne au Sénégal, parce que nous avons entendu un responsable apériste dire que s'il arrive au Sénégal,
on le met en prison pour qu'il paie ce qu'il doit au Sénégal. Et j'ai trouvé même très aberrant cette déclaration, parce qu'aujourd'hui, ce que Karim doit, il ne le doit pas à l'APR, il le doit aux Sénégalais. Qu'il soit au Sénégal ou ailleurs, il doit nous le payer si tant est qu'effectivement, il nous le doit. Mais on ne peut pas dire qu'il est hors du Sénégal, on ne va pas le lui demander, et il est au Sénégal, on va lui demander. Donc ça veut dire qu'il y a des considérations ou des motivations purement politiciennes dans cela. Maintenant, ça présage que déjà le PDS était en train de dire avant cette lettre qu'il n'y aura pas d'élection si leur candidat n'est pas autorisé à aller aux élections. Or, déjà, l'inscription, parce que la loi électorale ayant changé, avant on ne pouvait ne pas être électeur et être candidat. Aujourd'hui, la loi a changé et il faut être électeur avant d'être candidat. Et lui, son inscription sur les listes électorales a été rejetée. En attendant que la Cour suprême se prononce, en attendant la Cour suprême, pour l'instant, à l'heure actuelle, son inscription est rejetée. Donc, le PDS, à l'heure actuelle, son candidat n'est pas sur les starting blocks. Et malheureusement, ça présage effectivement qu'il y aura des relations heurtées, parce qu'il ne faut pas oublier que la coalition autour du PDS est arrivée deuxième aux législatives en totalisant plus de 500 000 voix. Et plus de 500 000 voix sur l'espace politique, c'est pas rien. Bachir Fofana, peut-on parler vraiment de démocratie dans un pays où les rapports de force sont préférés aux procédures démocratiques? C'est parce que nous sommes des démocraties tropicales. Peut-être c'est la conclusion que moi j'en tire. Parce que c'est vrai que la démocratie, c'est un principe universel, mais son application est locale. Donc, on prend l'exemple au Congo, où on voit les évêques s'immiscer carrément dans le jeu démocratique pour trouver une solution à leur crise. Et peut-être, même si peut-être nos évêques le font au Sénégal, ils ne le font pas de façon aussi ouverte que le font aujourd'hui les évêques congolais. Donc ça veut dire que la démocratie est universelle, son application est locale. Mais malheureusement, nous avons des soupapes normaux de discussion, de dialogue que nous semblons oublier ou ne pas privilégier. Parce que les espaces de dialogue existent partout, dans toutes les sphères, que ce soit la sphère religieuse, la sphère culturelle, etc. Mais on semble ne pas privilégier cela. On semble aller vers la confrontation, vers l'escalade verbale, vers les insultes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est celui qui semble avoir le discours le plus guerrier, c'est celui-là qui semble être le plus opposant ou le plus bien vu. Et c'est bonjour l'escalade, et c'est très mauvais pour notre démocratie. Et malheureusement, nous en sommes arrivés à cela. Il n'y a que du wah tontu, comme on dit, attaque contre attaque, insulte contre insulte, et c'est vraiment dommage. Et ce qui a donné lieu à la violence verbale qu'on est en train de constater aujourd'hui. Exactement. Ça a donné lieu à une violence verbale qui n'est pas notre caractéristique, qui ne fait pas partie de nos gènes, mais qu'on a fini par adopter, parce qu'on trouve même des gens qui arrivent à légaliser certains propos. On trouve même des gens qui disent, oui, mais si tel a dit ça, c'est parce que l'autre avait dit. Mais ce n'est pas parce que je t'ai giflé que tu dois me gifler quand même. Je pense qu'on devrait arriver à ce niveau de prise de hauteur qui nous permettrait pas de ne pas répondre à des attaques viles et mesquines et vraiment dommageables. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'espace public sénégalais, dans l'espace politique, c'est les phrases assassines, les petites piques, les colibés qui ont plus valeur qu'un discours programmatique ou un bon discours. Comme on dit, quelqu'un il peut être très bon, mais il a un discours très creux parce qu'il ne dit rien et tout ce qu'il dit, ce sont des insultes, ce sont des choses qui vraiment on pouvait s'en passer. Bachir Fofana, le parrainage démarre demain. Oui. Sur fond de manque de consensus. Oui. Est-ce à dire que l'opposition n'est pas parvenue à inverser le rapport de force? Bon, l'opposition a perdu la bataille sur le parrainage le jour même où cette loi passait à l'Assemblée nationale, à mon avis, parce que ce jour-là, et je disais, on parlait justement de violence, ce jour-là, on a vu des forces de sécurité exercer une violence inouïe sur des citoyens. Une violence inouïe sur des citoyens. Et malheureusement, on avait même vu certains sur les réseaux sociaux s'en féliciter. Et c'est dommage, et c'est ce qui nous a valu peut-être que
1 mois ou 2 mois après, qu'on ait eu une perte en vie humaine à l'université de Gaston Berger, parce que des gens pensaient que c'était légal d'user de leurs armes. Donc aujourd'hui, pour moi, l'opposition a perdu cette bataille depuis cette période-là. Après, c'était des recours sur lesquels, je pense, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Donc il ne restait qu'à appliquer la loi. Aujourd'hui, la loi, elle existe, elle a été promulguée. Le ministre a même sorti un arrêté pour dire que le parrainage démarre. On doit sortir en principe demain le spécimen ou la fiche à partir de laquelle plutôt on établit le parrainage. On parlait tantôt de manque de consensus. C'était des occasions, justement, pour que la classe politique se retrouve pour essayer de voir comment mettre en œuvre ce système de parrainage. Parce que, bon, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'inquiétudes. Je donne un exemple sur cette loi. Aujourd'hui, Bachir Fofana est candidat ou est déclaré candidat à la présidentielle. Il va aller chercher des parrainages. Il va collecter tout le Sénégal. Il réussit à avoir 20 000 signatures, 30 000 signatures. Il se trouve que Pape Sadio Thiam aussi est candidat. Lui aussi, il va tout le Sénégal. Il collecte 20 000, 30 000 signatures. Mais si je décide de venir vous soutenir, comment ça va se passer si tant est que moi, les signatures que j'ai collectées, je les avais collectées pour Bachir Fofana? Comment on va régler ce problème-là, etc. Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent sur le parrainage, mais peut-être qu'à la pratique, je pense et j'espère que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent cette affaire, sauront se réajuster en fonction des difficultés qui ne manqueront pas de surgir lors de la collecte des signatures. Mais moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à tous les partis politiques ou à tous les candidats, nous avons 14 régions au Sénégal. On a demandé au minimum 2000 signatures dans au moins 7 régions, alors que la barre minimum pour c'est 55 000, le maximum c'est 67 000. Pour ne pas être pris à défaut, chacun se doit de trouver au moins 5 000 signatures dans chaque région et vous serez à 70 000 signatures. Ça, c'est moi, quand j'ai fait le calcul, je me suis dit que c'est la meilleure façon de ne pas rater sa collecte de signatures. C'est de faire le focus sur au moins chaque région récolter 5 000 signatures. À défaut, vous risquez de passer à côté. Dernière question, M. Bachir Fofana. Vous l'avez dit, trop d'incertitudes entoure le parrainage. Oui. N'est-il pas temps de rebâtir de nouveaux consensus pour notre démocratie? Bon, maintenant, en Wolof, certes, il y a une tradition qui dit que quand le seau s'est renversé, il ne faut pas essayer de reprendre l'eau, il faut aller repuiser. Donc, bon, il y a lieu effectivement de rebâtir de nouveaux consensus sur des choses et les fixer de façon immuable. Mais est-ce que les acteurs politiques sont prêts à aller vers ça? Mon avis est que non, parce que déjà, il y a des braquages. Déjà qu'on dit que demain, on démarre le parrainage, le ministre de l'Intérieur invite tous les candidats à désigner leur coordinateur pour venir discuter de ce parrainage. Certains sont en train de dire nous y allons, d'autres disent nous y allons pas. Déjà, c'est faussé dès le départ toute idée ou toute possibilité de se retrouver autour d'un consensus. Mais aujourd'hui, forcément, le parrainage devrait être la voie à partir de laquelle opposition et pouvoir se retrouvent pour dialoguer et pour qu'on puisse aller vers des élections transparentes,